Enfin, je sais pas, quelqu'un veut commencer là-dessus? Bernard, t'as envie de... Parce que toi, t'as aussi... Attends, est-ce que t'es en... Non, t'as pas de t'as un transit de Neptune, non? J'ai pas ton thème en Moi, non, mais tête. Neptune est toujours très présent. Ok. D'ailleurs, je sais pas, je surveille beaucoup parce que au départ, au départ, j'ai Neptune au carré de l'ascendant, quasi exact, hein, vraiment très partile. Et donc, voilà, j'ai quand même, je suis pas, j'ai Uranus à l'ascendant, j'ai Neptune au carré, je suis poisson, quoi. Hmm. Donc, Neptune, c'est quelque chose de très, très fort dans ma vie. Et là, petit à petit, Neptune est en train d'arriver sur mon milieu du ciel. Encore, et d'ailleurs, il va arriver en même temps que Saturne, plus ou moins. Je vais avoir cette conjonction Saturne-Neptune sur mon milieu du ciel. Voilà. Et là, en ce moment, il est au Neptune, il est au trigone de mon ascendant. Donc, je suis parti sur un carré, là, c'est au trigone. C'est vraiment intéressant parce que le but pour moi depuis très très longtemps, c'est d'allier Uranus et Neptune. C'est de pouvoir. Et j'ai toujours considéré qu'Uranus était un chemin pour arriver à Neptune, mais un Neptune Hmm. purifié. Parce que sinon, Neptune, c'est extrêmement illusoire. On se perd dans Neptune. On se perd beaucoup, alors selon les aspects qu'on peut avoir, mais on se perd beaucoup dans Neptune. Et on est beaucoup dans l'illusion, quelquefois le mensonge par rapport à soi-même, la sinuosité. C'est une planète qui est plus négative qu'autre chose, mais petit à petit, quand on réussit à la travailler, elle finit vraiment par fleurir. Moi, je suis resté coincé sur mes premiers. Bon, comme j'ai beaucoup étudié Alan Léo, parce que j'avais que ça quand j'étais en Inde, eh bien, lui, il travaillait beaucoup sur Uranus, l'homme cosmique, Neptune, la femme cosmique. Et donc, une autre analogie, c'est Uranus, l'occultisme, et Neptune, le mysticisme. Hmm. Donc, Uranus qui est beaucoup dans la recherche, comme l'astrologie et toutes ces choses, et Neptune qui est beaucoup dans la dévotion, dans la dissolution du moi. Et, euh, et normalement, Uranus doit mener à Neptune, parce que le but reste la dissolution du moi. D'accord? Donc, il y a vraiment tout ce travail. Et là, je dois dire que là, depuis quelques années, comme il est fin poisson, donc pour moi, c'est parfait, on pourrait dire, quoi, hein. Hmm. Il a d'abord fait le trigone à ma lune en scorpion, là maintenant c'est le trigone à l'ascendant. Il était au trigone d'Uranus, il y a encore un petit peu, etc. Il est trigone et sextile à mes nœuds lunaires, voilà. Il est Donc, passé sur ton soleil, du coup. pardon? Il est passé sur ton soleil il y a quelque temps, du coup. Oui, mais ça fait déjà quelques années, quoi. Hmm. Ça fait déjà quelques années et c'était encore. Je passais encore pas mal de temps. C'est mon soleil en neuf, hein, donc je passais quand même encore beaucoup de temps à l'étranger. Bon, j'ai toujours un peu cafouillé quand même avec Neptune, je dois dire. Donc, c'est- autant avec Uranus, j'ai toujours été très précis, très droit et tout, mais Neptune m'a envoyé. Je sais pas quoi. Même la danse, hein, je crois que j'ai commencé sérieusement le tango avec Neptune en poisson, Soleil, et puis je me Ah suis oui. vraiment accroché au tango avec Neptune-Vénus, etc., quoi, hein. Il y a toujours cette recherche qui est à la fois artistique, mystique, euh, surtout que j'ai un parallèle de déclinaison Neptune-Vénus. Et avec une relation mutuelle, hein, j'ai Neptune en balance et j'ai Vénus en poisson. Donc il y a cette recherche de fusion, de communion par la musique, par la Hmm. danse, par l'art, par le mysticisme. J'ai fait beaucoup de pèlerinages en Inde. J'ai toujours pensé que c'était Neptune, ça, les pèlerinages. C'est pas spécialement parce que je croyais que j'allais être guéri de quelque chose ou ce genre de bêtises, mais à cause de l'ambiance, de l'atmosphère. Ouais, Quand on se retrouve avec des ouais. milliers, quelquefois même des Hmm. millions de pèlerins, C'est on est dingue. porté par une atmosphère, et ça, c'est Euh, Neptune, quoi. C'est le miracle neptunien. Voilà. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Neptune, mais moi, je le ressens comme ça. Mhm.
Moi, je me suis rendu compte d'un truc sur mes transits de Neptune. Je sais pas si vous en êtes, enfin, si vous avez vécu la même chose. Moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il y avait comme une montée, on va dire, vibratoire, avec un état de plus en plus mystique, spirituel, musical aussi. Chez moi, ça s'exprimait comme ça. Euh, et puis, à chaque fois, ça monte, et ensuite, il y a la chute. C'est-à-dire que tout ce que j'ai monté, en fait, je me le prends en retour de l'autre côté, à chaque fois, par des espèces d'événements en miroir qui me confrontent à des choses vraiment dures, quoi, par rapport à la matérialité. Et c'est comme si à chaque fois que je suis montée, j'ai toujours dû redescendre et le repayer. Et quand je dis la chute, c'est par exemple des fois bah voilà, se rendre compte par exemple que tu t'étais illusionné, c'est une forme de chute. Te rendre compte que l'état fusionnel que tu avais avec quelque chose, tu pourras jamais le vivre concrètement. Donc c'est comme une chute d'un paradis. Et tu dois faire le deuil de cet état-là, en fait. Voilà, c'est un peu bizarre, enfin non, pas bizarre, je pense que vous me comprenez. Je sais pas si vous avez vécu ça. Oui, mais c'est parce qu'au départ, souvent avec Neptune, justement, c'est quand même les paillettes dans les yeux, Neptune, hein. Ouais. Surtout si tu es un peu sentimental et tout ça. Mhm. Voilà, avec Neptune, bah, t'y crois. T'y crois, tu ressens cette vibration, tu as les paillettes dans les yeux, tu vois quasiment l'aura de la personne, etc. Et puis à un moment donné, ben, forcément, tu te casses la gueule parce que je parlais de mensonge, hein. Neptune, c'est beaucoup se mentir à soi-même. Neptune, il faut vraiment purifier Neptune. Si on purifie pas, voilà, Oui. c'est Neptune, enfin Neptune, c'est beaucoup la souffrance, il ne faut pas l'oublier. Le côté négatif de Neptune, c'est la souffrance. Le chagrin, c'est Neptune. Les chagrins d'amour, c'est Neptune. Et donc la souffrance du cœur, tout ça, c'est Neptune, hein. C'est quand même difficile pour ça. Mhm. Et bizarrement, enfin moi je sais que si j'ai vécu de très belles choses quand Neptune est passé sur ma Vénus ou ce genre de choses, mais heureusement que c'est arrivé relativement tard dans ma vie, parce que sinon, voilà, on se lance dans des histoires et on finit dans la souffrance, quoi. Parce que je pense que Neptune c'est un principe spirituel de base. Hein, pourquoi on aime tomber amoureux? Pourquoi on aime l'amour? Pourquoi on cherche l'union, la communion et toutes ces choses? C'est parce que malgré tout, il y a un fond mystique derrière. Et comme on est humain, eh bien, on cherche ça dans le couple, dans l'amour, dans la musique, dans la sensualité et tout ça. Et résultat, très très souvent, bon, on se fait mal, quoi, hein, très souvent. Mais après, petit à petit, Neptune se purifie et on le vit de mieux en mieux, enfin, je trouve, quoi. Ça dépend des gens, je suppose, quoi. Et sur la montée vibratoire, oui, moi, Émilie, ça me parle beaucoup. Parce que j'avais eu Neptune sur le Soleil, enfin, oui, du coup, Mercure et Soleil. Et c'était un moment, je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué puisque j'avais complètement changé d'hygiène de vie. J'étais devenue végétarienne, enfin, je mangeais que des, enfin, j'étais dans le crudivorisme même à fond. Enfin, je mangeais que des trucs crus pendant plus d'un an et demi. Je faisais quoi, 1 heure de sport par jour. Ah, mais quand on me connaît, c'était vraiment pas du tout ma personnalité, hein. C'était vraiment pas du tout. Et en fait, je sentais que mon corps, il réclamait ça. Il réclamait vraiment ça. C'était devenu naturel, comme un déclic, que j'aurais pas forcément relié à Neptune en termes de bonnes habitudes de vie. Je pense que je devais avoir plutôt un aspect assez sympa. Je me souviens plus de ce que ça. Quoique, non, carré à la lune, quand même. Donc, ouais, mais j'étais pas dans un aspect frustrant ou éloigné des plaisirs. Vraiment, je le vivais super bien. Et ça m'avait mené. Alors, c'est drôle parce que c'est pas un truc dont je parle souvent, mais ça m'avait mené à une expérience vraiment mystique où je sentais. Alors, j'avais aussi un transit de Pluton hein, en parallèle, euh, enfin, un transit de Jupiter qui réactivait en tout cas Pluton. Mars et Pluton, l'opposition Mars-Pluton. Et en fait, ça m'avait mené vraiment à un état où je sentais, enfin, j'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé, hein, mais j'ai plus ou moins identifié que c'était un peu en lien avec tout ce qui était Kundalini, enfin, l'énergie de Kundalini, parce que je sentais vraiment que dans mon corps, il y avait comme du feu. Enfin, je sentais une sensation de feu qui montait dans mes jambes. Alors, c'est hyper perché de raconter ça comme ça, mais ça montait, et puis c'était monté juste
partout. Enfin, et enfin, je sentais que c'est comme si je brûlais, quoi. J'étais pas du tout bien. Je me rappelle, j'étais Ouais. chez ma sœur. C'était vraiment trop bizarre. J'ai encore la date, 13 septembre 2013. Et du coup, c'était monté et j'ai senti ici un truc froid qui était redescendu. Et je me sentais super bien. J'étais sur une terrasse comme ça à parler. Et j'ai vraiment une sensation de fusion, quoi, vraiment très agréable. Mais ça s'est plus jamais reproduit et j'ai jamais su ce que c'était. Donc pour moi, c'était vraiment très mystique, quoi. Enfin, une expérience très neptunienne, quoi. Euh, voilà, ça 13 c'est. septembre 2013, Oui. tu avais quand même Uranus exactement sur ton Raoult. Ah 13 bah oui, septembre 2013. Ta Raoult à 11,49 du Bélier, c'est ça, hein? c'est ça. Et Uranus était à 11,19 du Bélier. Donc, tu étais quand même à même de vivre des expériences très, très puissantes à cette époque-là, quoi. Tu Ouais. vois? Et, bah, c'est bizarre parce que là, enfin, le 13 septembre 2013, il est à 3 des poissons. Ah bah non, alors à côté de Mercure, pardon. Oui, il devait être pas loin de Mercure, pas, Ouais, pas c'est sur le plutôt sur Soleil. ton C'était plus tard. il est Ouais, quasi sur ton Mercure, quoi. ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu as. Par contre, le Uranus non lunaire, waouh! Je veux dire, quand même, quoi. Hein. Ouais. Ouais, t'aurais plus mis. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était une expérience très, très forte. Bon, j'en ai rien fait hein, de particulier, hein, mais c'était quand même assez fort. Philippe, un petit mot sur Neptune? Non? Est-ce que ça t'inspire, toi? Oui, plutôt sur Neptune, oui, oui. Moi, Neptune, c'est une planète que j'aime beaucoup, en fait. Une planète qui a toujours eu des effets positifs dans ma vie, dans ses aspects difficiles comme dans ses aspects faciles. Euh, alors, on peut commencer par, on va dire, de l'anecdotique, mais qui est intéressant. Donc, en ce moment, j'ai Neptune depuis un bon moment hein, sur ma Vénus. Donc, tous les mois, il y a forcément la Lune qui repasse en plus et qui active. Il se trouve que la dernière fois, donc c'était il y a 2 jours, donc j'ai eu Lune-Neptune transit sur ma Vénus et coïncidence, on est invité avec mon ami par une de ses voisines à assister à un prêche évangélique. Oh, oh, wow. Donc les évangélistes, c'est quand même spécial. Et, Ah, la Neptune, c'est Mm. génial. Oh, ouais. Et donc ah ouais. vraiment l'évangéliste à l'américaine, quoi, hein, c'est-à-dire avec des Non. chants de gospel et tout, et Bien. un pasteur remonté à bloc qui donc fait Oh. vraiment un prêche mais, hyper dynamique, hyper puissant et tout. Et en réalité, donc moi je suis pas croyant en Dieu, hein, mais son prêche m'a vraiment touché. Il s'est adressé à quelque chose en moi qui est donc de l'ordre de Neptune. C'est ce à quoi je voulais arriver, dans le sens où à chaque fois que Neptune est activé, en fait, faut lâcher le cerveau en réalité. Ça s'adresse vraiment à l'irrationnel. Et donc, oui, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par une forme artistique, ça peut passer par l'amour, ça peut passer par la transcendance, ça peut passer par vraiment les expériences dites mystiques, etc. Mais le point commun de tout ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, on reçoit des messages, non pas avec notre tête, même pas avec notre cœur au sens de sentiment, mais vraiment avec notre âme, quoi. Vraiment, il y a quelque Mm. chose d'irrationnel qui se joue fortement à chaque fois. Et moi, je sais que je regardais donc pour préparer cette petite conversation. Moi, je suis devenu donc bouddhiste il y a 12 ans. Et il se trouve que donc au moment où j'ai rencontré vraiment le bouddhisme, alors je m'y étais déjà intéressé, hein, mais je m'y suis vraiment investi il y a une douzaine d'années. Et au moment donc où je m'y suis investi, eh bien, Neptune était au sextile de mon Mercure et il était au trigone de mon Saturne. Donc c'était, si vous voulez regarder, c'était l'année 2012.
Ça s'est joué sur toute l'année, mais on va dire entre mars et novembre 2012, ça a vraiment été les moments les plus puissants, les plus forts. Et donc, ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé évidemment ma philosophie de vie, mais ça a changé aussi ma pratique professionnelle, le rapport avec ma famille, les rapports de couple en général. Enfin, ça a énormément modifié beaucoup de choses, hein, puisque on essaye quand même d'appliquer tout ce qui est justement cette recherche spirituelle dans le quotidien. Et donc, ce passage de Neptune a été, je pense, le plus important de ma vie. Alors, je l'associe vraiment au trigone de Saturne, dans le sens où les structures même, justement, de ma vie, et les structures mentales, surtout sur lesquelles j'étais depuis mon enfance, ont vraiment été révolutionnées spirituellement par Wow, ce trigone de Neptune. Ouais. incroyable. Et t'allais avoir, mais ça c'est les années qu'on suivi, Neptune allait faire un carré à lui-même. Oui, tout à fait. Carré à lui-même qui est je dirais, un peu le passage obligatoire de toute quête spirituelle, c'est-à-dire la crise de foi FOI, qui dure vraiment voilà, plusieurs années et qui est le passage obligé pour savoir justement si tu vas approfondir quelque chose ou pas, quoi. En fait, au début, à un moment donné, tu te plonges dedans, tu es dans ce sentiment très grisant, océanique d'un Neptune, justement, un peu transcendant, qui semble ne comporter justement que du bon. Et puis à un moment donné, il y a le doute, il y a les questions, il y a les obstacles, il y a toutes ces choses qui sont saines, hein, aussi dans la quête spirituelle et qui ont correspondu. Pour moi, ça a été plusieurs années où j'ai poursuivi tout en étant plein de questionnements, plein de doutes. Et c'était à la fois difficile et à la fois merveilleux. C'est pour ça que même ce carré, qui a pourtant été dur, hein, un carré de Neptune à lui-même, c'est vraiment une remise en cause profonde justement des croyances. Et notamment d'ailleurs avec l'astrologie dans tout ça. Hein. Ça a été l'époque où j'étais dans une interrogation, comment je mêle finalement l'astrologie et le bouddhisme. Et donc tout ça, d'ailleurs, Neptune, en plus d'être au carré de lui-même, était aussi conjoint à mon Jupiter. Donc tout ce qui est justement aussi une autre forme de spiritualité. Hein, bon. euh, donc ça a été vraiment un questionnement, mais qui m'a fait aboutir justement à notamment à un bouquin, mais vraiment à une philosophie justement de vie qui, en tout cas intérieurement maintenant, associe sans aucun problème à la fois toutes les valeurs du bouddhisme et toutes les valeurs de l'astrologie. Mais ça a frité, ça a frotté longuement pendant le carré. Ouais. C'est C'est quoi ce qui m'a qu'est-ce qui fritait entre les deux? C'est-à-dire que c'est la notion, peut-être ce qui fritait le plus, mais qui n'est pas inconciliable, hein, pour le coup. Maintenant, je le sais. Mais c'est peut-être la notion d'impermanence qui est propre donc au bouddhisme, et vraiment de vacuité, alors au sens bien compris, hein, justement d'une personnalité qui est un conditionnement fait de multiples facteurs, mais qui, par définition dans le bouddhisme, ne devrait pas être quelque chose de figé, alors que le thème en soi peut donner l'impression de figer justement l'être dans une personnalité, dans un mode de fonctionnement, dans une certaine destinée. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon dada aujourd'hui, c'est l'évolution du thème natal, comment un thème natal évolue au fil des ans. C'est toujours là-dessus que je reviens, même avec vous, etc. Parce que justement, je me suis aperçu que c'était pas inconciliable et qu'on n'avait pas d'un côté quelque chose qui serait donc
un état céleste figé à la naissance et puis qui peut très peu évoluer dans les limites du cadre qui définit et qui serait fermé. Et puis de l'autre, le bouddhisme qui nous dit au contraire que il faut sortir de tous les conditionnements pour pouvoir justement atteindre une vraie liberté, et qu'en réalité, ces conditionnements karmiques peuvent être dépassés. Et c'est tout ça que j'ai injecté maintenant dans ma pratique et dans ma vie, en réalité. C'est pour ça que ça m'a amené à beaucoup étudier tout ce qui était de l'ordre, effectivement, de le thème de quelqu'un, il est constamment en mouvement. Et ça me parlait beaucoup, hein, ce que tu disais, Émilie, tout à l'heure, quand tu disais, pendant longtemps, j'ai cru que certains transits de Neptune étaient ma personnalité, alors qu'en fait, c'était des transits. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont vachement intéressantes quand on étudie justement l'évolution d'un thème et quand on reçoit beaucoup de gens en clientèle et tout. C'est vrai qu'il y a des moments où les gens, et notamment quand ils sont jeunes, ça fait des années qu'ils sont pris sous un transit très lent et ils ont vraiment l'impression que c'est leur vie, que c'est eux, que c'est leur personnalité, alors que c'est qu'un transit en réalité. Et cette, justement, de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre d'un transit temporaire, ce qui est de l'ordre d'un conditionnement de naissance, ce qui est de l'ordre de comment ce conditionnement peut évoluer par les transits et par les progressions. C'est ça qui fait en réalité toute la richesse pour moi de l'astrologie aujourd'hui. Et du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis sur la crise de foi. Et en fait, en voyant ton thème, j'ai vu que tu as, comme moi, Pluton en maison 9. Et bon, il y a pas que ça, il y a le carré de Neptune à lui-même aussi hein, qui joue dedans. Mais je sais pas si c'est une signature Pluton en maison 9, mais ce que tu as exprimé, moi, c'est vraiment quelque chose que je vis beaucoup. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais le fait d'avoir des croyances, des doutes par rapport aux croyances, le fait de devoir remettre en question voilà, sa manière de voir le monde. Et dans ma pratique de l'astrologie, c'est hyper, c'est très très présent. Je peux pas prendre la théorie astrologique et dire bah, c'est comme ça, c'est impossible. Et puis même le fait de pas savoir comment l'astrologie fonctionne, est-ce qu'on prend du tropical, du sidéral, enfin toutes ces questions je vous ai déjà posées, enfin vous me connaissez maintenant. Moi je le vois aussi beaucoup sur le Pluton 9 et du coup je sais pas, ça m'a fait quelque chose quand j'ai entendu que toi aussi t'avais eu des doutes, c'était sur autre chose, c'était par rapport à ton propre chemin, mais j'ai reconnu la petite signature Pluton 9. Oui, c'est quelque chose de toute façon qui a été toujours présent dans ma vie, mais qui a été vraiment amplifié, on va dire, par ce carré de Neptune. Effectivement, l'interrogation perpétuelle sur quoi croire, comment y croire, elle a été présente toute ma vie et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très souvent avec Pluton en 9. Il y a mais j'ai l'impression que pour le coup, ça fait partie vraiment intégrante de la mission de vie. Les gens qui ont Pluton en 9 sont entre autres sur Terre pour interroger les croyances de façon générale, les leurs comme celles des autres, comme celles de la société. Ouais. Mais ça fait vraiment partie, je pense, de la mission de vie des gens qui ont Pluton en 9. Et du coup, alors bah, pour rebondir encore là, sur un transit de Neptune, ça m'a encore fait quoi ce que tu as dit? C'était en 2012. J'ai eu un carré de Neptune à ma lune. Et ça a coïncidé au moment où j'ai eu mon fils. Et c'était toute la période du postpartum, les premiers mois avec mon fils. Et donc, je pouvais pas faire grand-chose, si ce n'est que bah, m'occuper de lui et rester assise longtemps parce que je l'allaitais, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un éveil de conscience très, très fort, euh, qui était lié à la lecture du livre Le pouvoir du moment présent, qui est un livre que vous devez connaître, mais qui s'appuie sur des formes de déconditionnement. Quelque part, il y a quelque chose de radical dans ce livre qui te dit, mais si t'es dans l'instant présent, alors quelque part tu te libères de tous tes conditionnements et tu te libères de ton karma et tu es dans la vraie réalité en fait finalement. Et, euh, et à ce moment-là, je l'ai vécu très très fortement
Et j'ai complètement remis en question l'astrologie en me disant, mais de toute manière, cet outil ne sert à rien, puisque il ne fait qu'exprimer des conditionnements, et que, en fait, si tu es dans l'essence de l'instant présent, tu es au cœur du thème, et tu n'es plus ni Sagittaire, ni Taureau, ni Poisson, ni ce que tu veux. Tu es tout, tu es ce que tu as envie d'être, en fait. Et c'était, et vraiment, ça cohabitait très très fort. C'est pour ça que j'ai l'impression que Neptune, c'est pas que des illusions, c'est ça que je voulais questionner avec vous. Je pense que c'est des visions de certains plans et que sur le plan de l'âme, c'est vrai que t'es pas conditionné. Seulement sur le plan terrestre, bah oui, tu as un soleil sagittaire, tu as peut-être des missions de vie hyper particulières à faire. J'ai l'impression que les deux cohabitaient et à ce moment-là, sous ce transit, la vision de Neptune a pris vraiment le dessus. Du coup, j'ai rendu tous mes livres d'astrologie. Comme j'étais libraire, j'ai tout retourné. Je ne voulais plus faire d'astrologie, mais radicale, hein. Ça a été la dépossession totale. Et puis, j'étais en mode, de toute façon, pourquoi prendre des décisions? Ça ne sert à rien. Notre vie nous a... Enfin, je sais pas, c'est un espèce de truc hyper radical. Et ça m'a beaucoup porté préjudice, par ailleurs. Bon, après, j'ai repris tous mes livres. Voilà. Je les ai tous repris après le transit de Neptune. Mais voilà, c'était très beau et en même temps, c'est impraticable parce que tu es sur Terre et que si tu fonctionnes comme ça, tu vas au désastre en fait. Après, j'ai l'impression que derrière ça, puisque c'était un transit qui touchait directement ta lune, ça a vraiment posé la question des croyances que tu avais sur ta propre identité en réalité. Il y a eu quelque chose en profondeur de l'ordre de qu'est-ce que je crois être en fait. Et c'est ça que tu exprimes aussi par ce rejet de l'astrologie à un moment donné. C'était peut-être aussi rejeter tout ce que tu croyais être jusqu'à maintenant, tout ce que on te proposait d'incarner, etc., pour repartir d'une feuille vierge d'une certaine façon. Ouais. Et moi, je sais qu'en clientèle, et quand ça touche les femmes notamment, c'est beaucoup plus fort. Et parce que souvent, justement, c'est lié à la maternité, aux enfants. Mais il y a véritablement cette question de la croyance personnelle, mais pas ce en quoi on croit, mais ce qu'on croit être véritablement. Et pour moi, c'est souvent une crise d'identité, les dissonances comme ça, Neptune. Mais moi, je Je ne sais trouve pas que si là, tu l'avais parce entendu. que là, il faut s'éloigner de l'astrologie parce que là, enfin, je trouve que là, par exemple, tu parlais de l'instant présent, tu as Émilie. Ouais. Alors tu dis, oui, voilà, si après tout, il suffit d'être dans l'instant présent. Bon, on sait que être dans l'instant présent, c'est la recherche des mystiques du monde entier depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que le bouddhisme recherche cela, l'hindouisme recherche cela, les chamans recherchent cela, tout le monde recherche ça. Et ensuite, quand on creuse véritablement, on s'aperçoit que l'instant présent, c'est ce qui échappe à la pensée. C'est-à-dire que c'est pour ça que la méditation, c'est la recherche du silence mental. Parce que c'est seulement quand on est dans le silence mental qu'on est dans l'instant présent. Parce que c'est la pensée qui crée le temps. Donc à partir de là, si on veut traduire ça astrologiquement, c'est beaucoup plus que Neptune. C'est-à-dire que la Lune, par exemple, voilà, on parlait d'un transit avec la Lune, c'est la Lune qui représente toutes les mémoires et tout le contenu de la pensée. Mais sans la Lune et sans les mémoires et sans le contenu de la pensée, euh, l'ego disparaît. Mais c'est l'ego qui crée le temps par la pensée. C'est pour ça que c'est un peu équivalent quand on dit être dans l'instant présent, ça signifie en fait ne plus avoir d'ego, ce qui est à nouveau la recherche des mystiques du monde entier. Donc, et c'est là où pour moi l'astrologie est un outil extraordinaire pour comprendre tous ces processus justement de la pensée, c'est-à-dire la mémoire avec la Lune, la structure mentale avec Mercure, la révolution de la pensée. Hein, Uranus est censé être au-delà de Saturne. Saturne représente la prison du temps dans ce cadre-là. Mais en même temps, il représente la réflexion profonde qui permet de comprendre ces choses. Uranus permet de faire le break.
Neptune passe par l'intelligence émotionnelle et la sensation, et donc la danse ou certains rituels à la limite, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut pas, là, à ce niveau-là, on va beaucoup plus loin que juste le transit d'une planète ou quoi que ce soit. C'est, et je pense que en ce sens-là, parce que là, on est en train de parler métaphysique un peu en définitive, tous les astres, toute la structure du thème est Ouais. concernée. Oui, c'est Et, sûr. euh, et moi, j'ai essayé de travailler là-dessus dans le sens de considérer que le thème astral représente notre prison, c'est-à-dire ce qui nous fait penser, ce qui nous enferme dans le temps, ce qui nous enferme dans la matière, En même et temps, que c'est l'étude du l'incarnation. thème astral et la compréhension du thème permet, en tout cas, de nous aider, nous faire vraiment avancer vers cette dissolution que nous recherchons. Mais tu vois, comme je crois comprendre actuellement les choses et ce que j'ai expérimenté, moi j'ai l'impression qu'en fait il y a des règles pour les différents plans. Et que par exemple, quand tu es sur Terre incarné, bah, vouloir se dissoudre, ne plus vouloir avoir d'ego, ça marche pas. C'est quelque chose qui t'emmène vers des problèmes ou vers des choses compliquées. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une vie saturnienne, on est incarné et on a des choses à faire. Et peut-être qu'on pourra fusionner quand on sera pure âme, si ça nous arrive, s'il y a une vie après la mort, je sais pas. Mais voilà, et j'ai l'impression que ouais, voilà, c'est ça que je ressens en fait. Je ressens que c'est des plans qui ont des réalités et que les deux se mettent ensemble et que, ben, et que voilà, et que cette prison, ben, elle est de Alors, je peux te facto. poser une question. Oui, Astrologiquement, le moi, c'est quoi? Ce moi, ce jeu qui décide ou de se dissoudre, ou qui pense non, on ne peut pas se dissoudre, ou qui dit on est incarné et tout ça, ce moi-là qui pense, qui est en train de parler Émilie, là, astrologiquement, c'est quoi? ben, je pense que ça serait un ensemble, ce serait toute la structure du thème. Je pense pas que ce soit le soleil ou une chose précise, mais je pense que c'est l'ensemble du thème. Ça peut être Qu'est-ce que plusieurs t'en- parties, non? Ça peut être Tu me plusieurs demandes personnes. moi, par rapport à mon thème ce que je pense qui parle Non, non, là? non, non, c'est Non. une question de réflexion par rapport à l'astrologie et par rapport à une métaphysique, on va dire, sérieuse. Oui. Hein, c'est une question que je pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le truc, il est là. On sait qu'on a un ego identitaire Oui. et que nous nous identifions à notre passé, à qui nous sommes, à ceci, à cela, à nos pensées et ainsi de suite. Moi, j'aurais dit Et quand Mercure, tu dis, peut-être. Ouais. Moi, j'aurais tenté Mercure, pour moi. Mise sur Mercure. Ouais. mais pourquoi? Bah, Peux-tu nous structure de expliquer? pensée, si c'est ce que je pense que je suis, enfin, si on part sur le principe de, c'est ce que, pour moi, hein, je me dis, c'est peut-être ce que je pense être, du coup, ma fonction pensée, ouais, ce serait peut-être Mercure, la structure de ma pensée. Euh, Après, ça dépendrait chez qui, parce que si c'est quelqu'un qui, enfin, je me dis, si c'est un Mercure qui est fort, tu vois, pour mon chéri, par exemple, je dirais la Lune. Bah, poisson ascendant cancer avec une lune assez. Enfin, tu vois, je te répondrai pas la même chose en fonction de qui. Mais là, après, la question, enfin oui, peut-être creuse. Ou sinon, Philippe, je sais pas si tu as une idée sur la question. Qui est ce Oui, moi? pour moi, le thème, justement, il représente l'ensemble de nos filtres perceptifs, de nos conditionnements, et donc c'est l'ensemble de ce thème qui va former cette impression, et je dis bien une impression, d'un moi constant. Mais il est évident que chaque partie de nous a une fonction précise. Et juste je vais revenir à cette question hein, de Bernard, mais juste pour rebondir aussi sur ce que disait Émilie, euh,
Moi, je pense qu'une vraie spiritualité, c'est forcément une spiritualité qui s'applique dans le réel, qui s'applique dans le quotidien. C'est-à-dire, c'est une façon d'être qui, justement, transcende les séparations qu'on établit entre les êtres humains et entre différents petits égaux. Une fois qu'on arrive à appliquer ça dans son quotidien, on peut être considéré comme un grand sage. C'est pas du tout mon cas, hein. Mais pour moi, la façon d'être neptunien au maximum, on va dire, c'est d'abolir cette sensation, justement, cette impression de séparation entre soi et les autres, et entre soi et le monde. Hein, c'est ce sentiment véritablement océanique qu'on ressent d'ailleurs, hein, dès qu'on est en communion avec quelque chose qui est très neptunien, on ne sent plus cette séparation entre soi et ce avec quoi on est en communion, que ce soit une personne à travers l'amour, que ce soit une œuvre artistique qui nous transcende, que ce soit simplement d'être dans la nature, que ce soit de la poésie, enfin, toutes ces périodes de communion, c'est justement les moments où les barrières du soi cèdent et où on se sent connecté à tout le reste. Et donc, Neptune bien appliqué, pour moi, c'est un Neptune qui comprend cela, qui va chercher, qui peut rester le plus longtemps possible et de la façon la plus constante en communion avec le restant du monde, tout en assumant son rôle d'entité individuelle, d'entité incarnée, qui a effectivement un rôle à jouer, une mission spécifique, et qui est, tout en étant soi-même le grand tout, qui est aussi un rouage du grand tout. Pour répondre plus précisément à ta question, Bernard, euh, le moi, on peut le chercher partout, on ne le trouvera pas. On peut effectivement se dire, ah ben, le moi, c'est ça, mais même en se basant donc sur le thème, pour rebondir sur ce que disait Majda, par exemple, on peut se dire, bah, un individu qui serait très mercurien, qui aurait beaucoup de traits mercuriens, qui serait très cérébral, etc., on pourrait dire, bah, voilà, le moi, chez cet individu, c'est clairement Mercure. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste une cristallisation, c'est juste, pour le coup, quelque chose, une sécurité à laquelle on se rattache et un conditionnement qui va être plus fort que les autres, qui va être dominant et qu'on va estimer être le moi. Mais ce moi, effectivement, pour moi, justement, il n'existe pas en profondeur. On est tous composés des mêmes choses, c'est aussi ce que nous dit l'astrologie. Hein. C'est simplement apparemment une question de proportion finalement, puisqu'on aurait tous exactement Mercure, Soleil, Vénus, etc. dans notre thème. Bah, effectivement, on est aussi tous des êtres humains et on est tous faits de la même façon. Toutes les différences qu'on peut trouver, qu'elles soient en réalité sur le plan physique ou spirituel, sont des différences qui sont extrêmement superficielles. Et encore une fois, pour moi, la spiritualité bien appliquée, c'est peut-être avant tout de comprendre aussi que l'autre et soi-même, c'est des illusions justement, et que en réalité, donc il n'y a pas de moi. Donc voilà, c'est ma façon de répondre à ta question. Elle est complexe, mais bon, ta question, Non, elle mais est très complexe aussi. fondamentalement, je suis complètement d'accord avec toi. Fondamentalement, pour moi, le moi, il est comme l'atome. Et au plus on creuse, au plus on trouve du vide. C'est ça le moi. Mais ensuite, voilà, astrologiquement, il s'accroche ce moi. Enfin, dans nos vies, il s'accroche. Quand Émilie dit oui, enfin, tu as tous les choix que tu as cherché à faire, ou bien d'un seul coup. Moi, j'ai aussi fait une crise d'athéisme quand j'étais adolescent. J'étais élevé dans le catholicisme, j'étais enfant de chœur, j'ai toujours été très mystique, hein, de toute façon, et j'ai fait 2 ans d'athéisme total. Et c'est cet athéisme qui m'a permis de passer à autre chose. Mais justement, c'est là où je suis tombé sur les enseignements orientaux, le livre des morts tibétains, entre autres, etc. Et puis où on tombe sur cette notion que, eh bien, d'une façon ou d'une autre, il s'agit de se débarrasser du moi,
mais c'est pas le moi qui peut se débarrasser de lui-même. Ça veut rien dire, c'est ridicule. C'est la compréhension que le moi, effectivement, est une illusion, que le moi n'existe pas. C'est cette compréhension qui doit nous tomber dessus. Et c'est à nous de nous mettre en situation d'une manière ou d'une autre pour que cette compréhension puisse fleurir. Et à partir de là, en tant qu'astrologue, c'est là où il faut enchaîner toutes ces choses, quoi. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les gens à qui nous parlons, et ainsi de suite. Et c'est pour ça hein, que moi, ça fait depuis quasiment le début, je cherche à comprendre totalement les rôles, les fonctions de chaque astre par rapport à ce moi même s'il est illusoire. Parce que même si le moi est illusoire, on a nos mémoires représentées par la Lune. On a la structure de nos pensées représentée par Mercure, etc., etc. Et c'est seulement en comprenant totalement et fondamentalement, mais absolument tous les mécanismes, que peut-être cette compréhension va nous tomber dessus, hein, qu'on va écarter les ombres, les ombres qui nous empêchent, enfin qui brouillent notre conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une astrologie spirituelle? Je pourrais d'ailleurs vous poser la question, dans le sens où on vient de parler. Mais Ben alors, voilà. juste pour te répondre par rapport à l'astrologie spirituelle, c'est vachement intéressant dans le sens où je crois que l'astrologie est spirituelle en elle-même. C'est-à-dire que c'est un chemin, l'astrologie. C'est une quête initiatique en tant que telle. Et en réalité, on va pas t'enseigner une astrologie spirituelle, c'est ridicule. On va t'enseigner l'astrologie et tu vas en faire un chemin spirituel. Et si tu creuses suffisamment ce chemin, tu vas pouvoir développer une spiritualité, tu vas pouvoir comprendre en profondeur certaines choses, certains mécanismes, etc. Mais pour moi, il y a une spiritualité cachée dans l'astrologie en réalité, cachée donc vraiment au sens ésotérique le plus noble et qui n'a de vertu que si on la découvre par soi-même en réalité. C'est-à-dire que véritablement, toute personne qui essayerait d'apprendre une spiritualité astrologique tomberait presque dans une sorte de religion astrologique. Non seulement ça serait la dérive sectaire assurée, mais en plus ça ne voudrait pas dire grand-chose pour moi. C'est-à-dire que je pense que véritablement c'est un chemin et que c'est chacun qui, en pratiquant l'astrologie, va développer très naturellement une spiritualité. Pour moi, oui, pour moi, il y a forcément de la spiritualité dans l'astrologie, puisque ça relie à soi-même. Enfin, c'est un outil pour moi que je vois comme un outil qui va relier la personne à ce qu'il y a de plus profond en elle, tout en nettoyant enfin, des couches qu'elle a construites, enfin, des mémoires, des choses comme ça. Donc, je vois quand même un chemin qui se fait. Après, est-ce que la personne, enfin, moi, j'aime pas, je parle pas de spiritualité dans ma pratique, en tout cas en astrologie, je parle beaucoup de conscience. C'est le mot qui est le plus facile pour moi à utiliser, d'amener les personnes à prendre conscience des parties, des différentes parties qui les composent, des différents discours qui sont par les aspects, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus voilà, de regarder, enfin, voilà, de s'observer. Donc ça, voilà, peut-être qu'on peut retrouver ça en fait on peut retrouver ça peut-être aussi dans tout ce qui est méditation, spiritualité. Il y a cette idée quand même d'observer qui parle, quelle partie de la personne parle. Moi déjà, rien que ce travail-là, je trouve qu'il est fascinant parce que j'avais même envie de le croiser avec tous les travaux de tout ce qui est dialogue intérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait là-dedans qui sont que moi je trouve passionnantes en fait à écouter une personne parler, essayer de deviner quel est l'aspect qui parle, en fait, qui s'exprime, parce que c'est toujours des parties. Moi, j'ai toujours cette image-là quand tu parlais du moi. Le moi, c'est ce à quoi la personne s'identifie à tel instant. Donc, c'est très mouvant, en fait. Il n'y a pas vraiment de moment où on peut saisir que ce moi, en fait. Voilà, moi, je sais pas, je le reconnais en moi, par exemple, quand je vais parler, qu'il y a des parties de moi qui sont blessées. Bon, bah voilà, je sais quelle est la partie qui parle, pas toujours, mais j'essaye de la reconnaître. Et du coup, c'est vrai que le chemin pour moi là-dedans, quand on parle de spiritualité dans l'astro, c'est plus d'amener les personnes à prendre conscience, à se relier à elles-mêmes. Donc oui, on est quand même dans un travail spirituel,
mener à l'éveil, je sais pas. Je pense que c'est plutôt à une conscience plus élargie. Donc, si enfin, voilà, si on essaie de mettre ça par rapport à la spiritualité, oui, une forme peut-être d'éveil. Mais je crois que c'est le mot conscience, de faire cheminer les gens en conscience sur les différentes parties qui les composent. Enfin, c'est déjà un grand, un grand chemin, enfin une grande quête déjà. Maintenant, tu parlais de chemin et pour moi, c'est là où je fais le lien. L'astrologie, effectivement, bon, il y a la science astrologique, d'accord, il y a les calculs, l'astronomie, tout ça. Il y a l'art qui est l'interprétation et il y a le cheminement, le chemin. Et c'est en ce sens-là que l'astrologie, elle ne va pas, évidemment, pour moi, elle peut faire beaucoup plus que aider à se connaître soi-même. Bon, c'est vrai que moi, c'est mon dada particulier, c'est-à-dire le sentier. L'astrologie en soi, étant un sentier, mais un sentier structuré. Et ce sentier structuré permettant peut-être pas effectivement d'arriver à l'éveil, mais de clarifier. Euh, bon, moi, je suis évidemment très branché Krishnamurti. J'écoutais encore une vidéo de lui ce matin et il disait ça. Il disait, vous êtes dans une jungle, vous devez trouver votre chemin. Il n'y a personne qui va vous prendre par la main. C'est à vous de trouver le chemin. Hein, moi, c'est comme ça que je conçois la spiritualité. On est sur Terre, on est dans la jungle. Et, euh, et l'astrologie, c'est quoi? Ben, dans cette jungle, alors qu'on est perdu, ben, on a des signes. Tiens, il y a un signe là, il y a un signe là, il y a un truc, il y a un truc là. Et ça, c'est le premier message spirituel de l'astrologie, c'est-à-dire qu'elle nous dit, bah, en fin de compte, c'est pas complètement absurde. La vie n'est pas absurde. La preuve, il y a des signes qui font sens et qui semblent nous mener quelque part. Et ensuite, à l'intérieur même de notre système astrologique, eh bien, on arrive à trouver des structures qui mise bout à bout, emboîtée, etc., eh bien, nous dirige effectivement vers ce sentier que nous sommes censés prendre afin de nous développer spirituellement. Donc oui, c'est un outil. Il faut surtout pas que ça plonge, il faut pas tomber dans des astrolâtries ou je sais pas quoi. Mais en même temps, je pense qu'il y a une vraie spiritualité. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est plus qu'une Ouais, philosophie. Tu vois, ouais. la philosophie, bon, j'adore la philosophie, j'étudie quand même pas mal la philosophie, mais justement, à chaque fois que j'écoute ou que j'essaye de comprendre, parce que les philosophes sont compliqués à comprendre, ils utilisent toujours des mots compliqués, c'est vraiment fatigant, et ils sont toujours justement prisonniers de la pensée. Ils sont prisonniers des mémoires, ils sont prisonniers de structures mentales. Et ils n'ont pas une vision plus élargie. Parce que la différence entre la philosophie, même les plus grands philosophes, quoique peut-être pas Socrate et tout, mais on n'a pas tous les enseignements, eh bien, reste à l'intérieur de la pensée. Et tu regardes Hegel, tu regardes Kant, tu regardes Nietzsche, etc. Ils te fabriquent des cathédrales mentales inimaginables, mais on est toujours dans la pensée. Or, la spiritualité, c'est chercher un au-delà de la pensée. C'est toute la différence. Et l'astrologie, c'est peut-être le seul champ de connaissances qui nous permette étrangement de faire un lien entre le spirituel et le matériel. Et en ce sens-là, c'est quand même quelque chose de privilégié, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais. Ouais, j'avais une question à vous poser. Du coup, je change un tout petit peu de sujet, mais je reste sur Neptune. La question que j'avais, c'était la question de l'illusion par rapport à Neptune. Et en fait, je l'ai mis un peu sur le groupe, c'est de se dire, mais en fait, on est en contact avec quoi quand on est dans un transit de Neptune? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une contradiction entre avec le fait de se dire, OK, sous Neptune, on est dans une énergie élévatrice qui nous connecte avec quelque chose de spirituel. Et de l'autre interprétation qui est sous Neptune, on est sous l'illusion.
Et en fait, je pense que du coup, il y a deux modèles qui se dessinent. Il y a un modèle qui est sous Neptune, je suis en contact avec un plan élevé, un plan de l'âme, un plan de l'hyper-information, par exemple. Et puis l'autre, ça serait sous Neptune, je suis mis dans mon brouillard à moi personnel et il y a mes projections, mes peurs, mes fantasmes, et je suis tellement dans ma bulle que je vois rien. Et je crois qu'en fait, on passe souvent dans les interprétations de l'un à l'autre. Et on mélange un peu. Et alors, est-ce que dans un transit de Neptune, on peut être à la fois et en haut et dans notre brume? Est-ce que certains sont dans leur brume, d'autres sont en haut? Par exemple, ça pose aussi question sur la médiumnité. Moi, ça m'a toujours interpellée. Quand j'étais libraire, j'ai rencontré beaucoup de médiums, enfin de gens qui, voilà, qui captaient des choses. Ce qui m'a toujours fascinée, c'est de voir que les gens ne captaient pas les mêmes choses. Je dis pas au niveau des informations, mais c'était comme s'ils captaient pas le même étage. Il y avait des gens qui disaient, ben moi je ne capte que, je capte la mort. Je capte quand quelqu'un va mourir. Et d'autres disaient, ben moi je capte les anges, les archanges. D'autres disent, je capte les défunts. Bon bref, c'est ça qui me questionne. Est-ce que c'est une histoire de d'étage? Enfin, ouais, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai une analogie à te proposer si tu veux. Ouais. Pour moi, j'ai toujours vu Neptune comme un récepteur radio, en fait, comme des ondes radio. Et donc, ça veut dire que bah, déjà, tu peux changer de canal. Et donc, tu peux capter effectivement différentes choses. Et puis, lors des dissonances, bah, tu as aussi beaucoup de parasitage. Et du coup, tu entends mal ce qui a été dit. Je crois avoir compris ça, mais en fait, je suis pas sûr. Et du coup, tu es dans l'illusion parce que ce que tu as mal entendu, tu vas, comme un peu un rêve, quand tu te réveilles, tu vas le reformer avec ton mental, avec pour le coup tes conditionnements, et c'est là où tu vas te tromper. Donc, quand on est vraiment dans une claire audience avec un Neptune très fort, assonant, qui nous connecte directement à notre poste de radio, je pense vraiment qu'on est dans l'élévation et la transcendance. Et au moment où il y a des dissonances, bah, c'est parasité. Alors, ça ne veut pas dire que forcément tu vas te tromper, mais ça veut dire que ça va être plus dur d'entendre et qu'il va falloir faire attention à la réinterprétation et à la couche d'ego, justement, que tu vas mettre par rapport à toutes tes inspirations. Voilà, moi, c'est la petite Ouais. image. Je ne sais pas si ça t'aide. Si, si, ça me parle beaucoup. En fait, oui, j'aime bien ton idée qui est on capte quelque chose, mais en fait, quand ça redescend dans le corps ou dans l'ego, on le colore de tout un tas de trucs qui le déforment. Enfin, t'as pas dit que ça, mais t'as dit ça aussi, il me Ouais, semble. ouais. Et en ça, c'est très proche de la fonction onirique dont parlait d'ailleurs Majda tout à l'heure, hein. C'est pareil, hein, on va capter quelque chose dans la fonction onirique, mais au réveil, à la limite, on s'en rappelle un peu, mais surtout sous forme de sensation souvent et tout. Et puis au fil des minutes qui passent, on sait que si on le raconte une heure après ou même le soir même, déjà on va plus se rappeler les mêmes choses, on va combler les manques, puis on va se dire, ah oui, là, bah attends, là, je me rappelle plus trop, mais ah oui, bah, ça devait être comme ça. Et puis petit à petit, en fait, on contamine complètement la captation qu'on a eue. Moi, je pense que c'est intéressant parce que on dit souvent, enfin, on ne se connaît vraiment que par le relationnel, hein, en tant qu'être humain. C'est vraiment le miroir du relationnel qui fait qu'on arrive à se connaître. Et en définitive, les astres, c'est pareil. C'est-à-dire, si on prend Neptune, j'ai fait plusieurs thèmes de voyants ou de voyants autodéclarés. euh, Mercure-Neptune. Et très souvent, Mercure carré à Neptune, par exemple. Et moi, j'ai toujours pensé que Neptune a besoin de Saturne. Neptune s'envole, part dans toutes les directions. Et Neptune a besoin d'un socle. Et souvent, un bon aspect, ou même un transit, quelque chose Saturne-Neptune, va permettre un Saturne, c'est vraiment le socle, c'est vraiment la Terre, c'est la réflexion profonde, c'est le principe de réalité. Et Neptune, si Neptune se construit sur Saturne, là, on peut en tirer le meilleur. Là, on va avoir, tu as des messages clairs, effectivement. Si Neptune se construit sur un carré à Mercure
ou bon, je ne sais quoi, quel aspect, on risque d'avoir vraiment des messages qui sont brouillés et puis avec beaucoup d'illusions, d'auto-illusions et quelquefois pire. Il ne faut pas oublier que Neptune, c'est aussi le mensonge, la manipulation par les mots, voire par l'éloquence, etc., quoi, hein. Ça peut être très compliqué. Ce qui fait qu'on peut avoir... Et Neptune, bon, en tant que poisson, n'est-ce pas? Neptune, symbolise vraiment l'écartèlement des poissons. Dans les poissons, moi je dis toujours, hein, la tête dans les étoiles, les pieds dans les marécages. J'ai connu des Neptuniens toxicomanes qui vivaient vraiment dans la fange, avec des Neptunes à l'ascendant très, très, très puissants. Et il y a des Neptuniens qu'on peut rencontrer, ce sont quasiment des saints. C'est, ils sont à l'autre bout du spectre. Neptune, c'est cet écartèlement Mhm. incroyable. D'où la grande, grande difficulté lorsque l'on interprète Neptune ou un transit neptunien. Ça dépend vraiment des aspects à la naissance et de la façon dont la personne va être capable de recevoir le message neptunien. C'est pas simple. Est-ce que tu penses pas d'ailleurs que c'est commun aux transsaturniennes, ça, ce grand écart entre le meilleur et le pire? Parce que moi j'ai l'impression qu'on retrouve la même chose chez les Uraniens et les Plutoniens. Ah, Pluton, ça c'est ouais, c'est très très visible, je trouve. Ben, moi, je crois que c'est la même chose pour tous les astres. Parce que le Saturnien, on peut avoir un Saturnien moraliste, triste, dur, sec, qui ne prend aucune joie dans la vie. Et on peut avoir un Saturnien qui s'épanouit dans le silence de la nature, dans la profondeur de la méditation. On peut avoir ce grand écart également. Même le jupitérien, hein, qui quelquefois, le jupitérien, il peut être incroyablement superficiel. Le riche jupitérien, là, qui vit dans les grosses, dans les hautes sphères de la société et tout ça, et qui est absolument insupportable. Et on peut avoir évidemment le bon Sagittaire enfin, jupitérien, c'est-à-dire la compassion, la justice et ainsi de suite. Je pense que quand même tous les astres s'écartèlent. Mais peut-être, je vois ce que tu veux dire, peut-être que c'est plus spectaculaire avec les transsaturniennes. C'est Un peu plus possible. radical, ouais. Oui, possiblement. Oui, je trouve pas que ça amène des situations simples à analyser. Bon, moi, c'est peut-être le propre de Neptune, mais moi, je sais que pendant ces transits-là, j'ai toujours eu l'impression de découvrir des choses extraordinaires. Euh, En fait, c'est comme si les deux fonctionnaient en même temps, le côté illusion et le côté hyper connexion. C'est-à-dire que j'avais l'impression que on ne pouvait pas vivre enfin, l'un sans l'autre. En tout cas, peut-être il aurait fallu un peu de Saturne à ce moment-là, mais je me demande si c'est pas un état en fait qui se met en place à ce moment-là. En fait, et c'est comme si c'était des réalités en fait, d'autres types de réalités. Donc en fait, dedans, il y a ce qu'on va capter qui va être de l'ordre du sensible, de l'intuitif, de Enfin, moi, pendant un transit de Neptune, j'ai entendu une voix, mais littéralement, ça m'est jamais arrivé avant. J'ai entendu, je m'appelle Kylian, je suis née en 1936. Enfin, voilà, comme ça. Alors que Wow. j'ai pas du tout d'expérience comme ça. Donc, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. C'était quoi comme transit? C'était quoi comme C'était transit? Neptune. C'était Neptune. Oui, oui, Elle C'était mais disait Neptune, plus quoi? Neptune, précisément. Mercure. Neptune, Mercure. Neptune, Oui, Mercure. Neptune-Mercure, oui. Waouh, Et Je voudrais, incroyable. c'est jamais arrivé je autrement. voudrais dire à, J'ai déjà je veux entendu des voix comme ça dans mes périodes neptuniennes de l'adolescence. Très sympathique. Juste, moi, il y a un truc sur lequel, enfin, je suis tombé il n'y a pas si longtemps que ça. Vous connaissez le principe du mercure psychopompe, Oui, on en a parlé hein, donc, récemment. Mer- Mercure est censé être, voilà, on va dire, bon, guide des morts, relié à la mort, etc. Et j'ai eu récemment deux, trois expériences qui m'ont confirmé quelque chose dans ce sens-là. Et entre autres, celle d'un de mes amis qui est mort il y a 2 ans. Il est mort il y a 2 ans, bon, il y a des circonstances un peu bizarres, mais disons qu'il est mort. Et il avait la lune en poisson sur mon Mercure en poisson. Et j'ai rêvé de lui une nuit, et je lui disais dans mon rêve, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort.
et il me regardait avec justement des yeux un peu bizarres. Enfin, c'était tout à fait étrange. Et quand ça s'est terminé, je me suis réveillé. J'ai tout de suite, enfin, j'ai regardé l'heure à laquelle je me suis réveillé. Bon, j'avais plus ou moins le thème et tout ça. Et il y avait entre autres Mercure pile sur l'ascendant. Et, euh, et donc, et la Lune qui passait sur sa Lune et sur mon Mercure à ce moment-là. Waouh. Et vraiment, je me suis dit, cette histoire, bon, ça nous vient des anciens, ça, hein, le Mercure psychopompe. Il y a peut-être Ouais. bien quelque chose, quoi. Vraiment. Et Bon, ça, d'ailleurs, cette histoire de voix dont tu parles, Neptune, Mercure, Hmm. ouais, tout à Ouais. fait. Mm. je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour réhabiliter le signe des Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai rencontré énormément de Gémeaux qui disent ne pas se reconnaître dans l'énergie de ce signe, qui ont un côté beaucoup plus spirituel justement, beaucoup plus intérieur, et voilà, il y a un décalage. Ça me fait penser à ça. Là, je vous confirme par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai découvert, donc, enfin, on va dire, approfondi, adhéré au bouddhisme lors d'un transit Neptune-Mercure. Et l'une des choses qui ont véritablement enclenché le processus, et c'est pareil, ça m'est arrivé, pour le coup, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma vie à moi, hein, c'est aussi d'entendre très clairement une voix de l'extérieur en méditation. Alors moi, c'était une voix qui me disait ne t'inquiète pas, c'est le bon chemin. Et c'est cette expérience, pour le coup, vraiment mystique, qui s'est donc déroulée sous Neptune sextile Mercure natal, qui a véritablement fondé ma voie et fondé le chemin aussi. Ouais. Donc, après, ça colle parfaitement avec la symbolique mercurienne aussi, hein, de la Mm. communication. La communication, l'au-delà neptunien, on réunit les deux, et puis on a ce genre d'expérience. C'est ma foi, parfait. Mm. Bon, je suis rassurée, je suis pas la seule à entendre des choses, alors tout va bien. Donc, c'est pas tous les jours. Et tant que c'est pas une voix qui te dit tu le, Non. tout va bien. Va sauver la France, va sauver la France. Ouais, ou pas sauver la France. Méfie-toi des flammes alors.